Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Tech. Aujourd'hui, nous allons recevoir Christophe pour nous parler des algorithmes génétiques. Donc, Christophe, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Oui, comme il se doit, hein. Je suis Christophe Cadet, je suis architecte des systèmes d'information, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du génie logiciel. Je suis architecte en titre depuis un peu plus de 12 ans. Donc au titre de l'architecture des systèmes d'information et plus particulièrement de l'architecture logicielle, je m'intéresse forcément à la performance des algorithmes, d'où le sujet du jour aujourd'hui sur les algorithmes génétiques. Ok, alors tu nous parles d'algorithmes génétiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi en parler directement? Alors, on vient d'évoquer la performance des algorithmes. Donc, lorsque nous écrivons des algorithmes, on cherche forcément à ce qu'ils soient performants. Performants en termes d'empreinte mémoire, la quantité d'informations qu'il faut mettre en mémoire pour pouvoir exécuter cet algorithme, mais aussi pour ce qui nous concerne aujourd'hui, plus particulièrement son temps d'exécution. Faire en sorte qu'il puisse rendre un résultat attendu dans un temps donné et le plus minimum possible. Ok. Alors du coup, est-ce que on va passer au plan de la session un petit peu, voir comment est-ce que ça s'organisait? Est-ce nous le présenter? Donc, on va présenter les algorithmes génétiques en 4 phases. Une brève introduction. Après cette introduction, on pourra passer sur les concepts qu'il faut maîtriser pour pouvoir écrire un algorithme génétique. Bien évidemment, un algorithme génétique s'exécute en plusieurs phases. Donc, on va expliquer ces différentes phases. Et puis, afin de ne pas les sélectionner dans des cas non conformes, il faudra aussi que l'on discute des limites. Ok. Bon, du coup, on a algorithme et génétique. Alors peut-être qu'on peut recommencer par présenter un petit peu le concept d'algorithme, hein, avant de se concentrer sur le génétique. Oui, donc un algorithme au sens large, ce n'est qu'une description d'une suite d'étapes qu'il faut suivre pour obtenir un résultat à partir de données que l'on aurait en entrée. Un exemple simple, hein, la recette de cuisine. Donc lorsqu'on a une recette de cuisine, on a des ingrédients, donc ça ce sont les données en entrée. Et pour obtenir le plat cuisiné que l'on souhaite avoir, il faut suivre les étapes de la recette, si possible dans un certain ordre. Si jamais on change l'ordre des étapes de la recette, il y a quand même de fortes chances qu'on n'obtienne pas exactement le plat cuisiné que l'on attend. Voilà au sens large ce que c'est qu'un algorithme, donc une description d'une suite d'étapes qui permettent d'obtenir un résultat à partir de données en entrée. Alors ça, c'est l'aspect générique, mais un algorithme informatique, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme informatique? Ce n'est ni plus ni moins qu'une suite d'étapes, donc exactement la même chose, mais exprimée dans un langage informatique qui pourra être exécuté par un ordinateur. Ok. Donc là, on a la définition de l'algorithme informatique. Et du coup, qu'est-ce que c'est que l'algorithme génétique? Alors un algorithme génétique, il a ceci de particulier qui va reprendre les principes de la théorie de l'évolution. On connaît tous la théorie de l'évolution de Darwin, hein, qui est basée sur le brassage génétique, le croisement d'individus. Donc, dans un algorithme de recherche, au lieu de générer toutes les solutions possibles, de les parcourir, et puis de décider quelle est la meilleure des solutions, l'algorithme génétique, lui, va travailler différemment. Il va générer un ensemble de solutions possibles, et à partir d'une première liste de solutions possibles, il va les croiser de manière itérative, de manière à avancer vers une solution acceptable. Si je reprends l'analogie avec la cuisine, du coup, tu essayes de faire ta cuisine de différentes façons avec tes ingrédients, et puis tu regardes lesquels sont les meilleurs et tu essayes de t'adapter autour de ça. Oui, alors c'est là que c'est particulier, parce que si on prend l'exemple de la cuisine, ça voudrait dire que tu as tes ingrédients, tu as une première solution, c'est l'ordonnancement des étapes de la recette pour arriver au résultat. Tu essayes, et puis ça marche plus ou moins bien. Tu imagines un autre ordonnancement, tu essayes, ça marche plus ou moins bien. Et puis au fur et à mesure où tu vas avancer, tu vas retrouver l'ordonnancement idéal pour obtenir ton plat. Ok. Alors, du coup, dans quel cas on va choisir d'utiliser un algorithme génétique? Parce que ça m'a l'air d'être un peu confus
cette série de tests qu'on va faire, etc. Je suppose qu'il y a une raison pour qu'on choisisse un algorithme génétique. Ouais, alors pour ça, il y a deux facteurs pour les considérer. L'empreinte mémoire d'un algorithme que tu aurais imaginé qui ne rendrait pas le résultat, parce que, par exemple, il met trop d'informations en mémoire. Ou alors une durée d'exécution exagérée, voire une exécution qui n'apporterait pas de résultat. Donc typiquement, dans le cas de recherche, il y a de nombreux cas de recherche où on cherche une solution optimale pour répondre à un problème donné. Ben, dans ces cas de recherche, où le temps d'exécution serait trop long, où on n'arriverait pas à trouver une solution, ou alors où l'empreinte de mémoire serait trop importante, et ben là, on va commencer à considérer des solutions comme les algorithmes génétiques. OK. Et est-ce que tu as des petits exemples éventuellement d'algo, des cas où ça serait intéressant? Oui, ben, par exemple, alors je vais te parler d'abord de complexité algorithmique. Voilà, ici. Un premier exemple où on va le choisir, c'est un exemple où la complexité algorithmique, on va expliquer ce que c'est, d'un algorithme qu'on est en train d'écrire, ne rendrait pas le résultat. Alors, la complexité algorithmique, on a déjà commencé à l'évoquer, c'est le nombre de ressources que nécessite un algorithme pour rendre une solution. Son empreinte mémoire, son temps d'exécution. Alors ici, par exemple, tu as un exemple de complexité constante qui ne posera jamais de problème. Donc ça se base sur l'exemple d'un tableau. Si l'on souhaite accéder au 5e élément d'un tableau et que sur un système donné, ça nous prend 10 millisecondes, eh bien, si on souhaite accéder à un élément qui se trouve à la dernière place d'un tableau de 1000 éléments, ça ne prendra pas plus de temps. Donc dans ce cas-là, pas de problème. Deuxième cas, complexité linéaire. Donc on a tous manipulé des listes. Si tu as une liste de 5 éléments et que tu souhaites la parcourir complètement et que tu mets 50 millisecondes, pour une liste de 1000 éléments, eh ben, tu mettras n fois plus de temps. D'accord? Donc ça, c'est linéaire. Plus ta liste va être conséquente, plus tu mettras de temps à la parcourir. Puis enfin, tu as des problèmes, comme le problème du sac à dos, par exemple. Alors, le problème du sac à dos, ça consiste à dire, j'ai un sac avec une capacité limitée. Je dois choisir parmi un tas d'objets, les objets qui, une fois mis dans le sac, feront la plus grande valeur pécuniaire. Donc là, on te dit que sur un système donné, si pour un tas de 5 objets, tu mets 320 millisecondes à le traiter, lorsque l'on te demandera de traiter un tas de 50 objets, il te faudra 130 jours. Donc tu as tout de suite compris que c'est inacceptable. D'accord. Si tu passes maintenant à 250 objets, eh ben, tu mettras un certain nombre d'années. Tu vois ici le nombre d'années qui est considéré est conséquent. Donc c'est impossible de de traiter ce problème-là avec un algorithme classique, un algorithme exhaustif, qui construirait toutes les solutions, les parcourrait systématiquement pour les évaluer une à une et choisir la meilleure solution. Nous, ce que l'on veut, c'est résoudre le problème du sac à dos, obtenir une solution acceptable dans un temps acceptable. Sachant que même un jour, ce ne serait pas du tout acceptable. Un deuxième exemple, c'est le problème du voyageur, le voyageur de commerce qui traditionnellement veut parcourir avec un minimum de kilomètres 23 villes distinctes. Donc tu vois ici que même avec 20 éléments en force brute ou en approche naïve, on mettrait 770 ans. Oui. Donc c'est absolument pas acceptable. Donc voilà les cas de figure dans lesquels on va considérer un algorithme génétique. OK. Et du coup, c'est quoi l'objectif de l'algorithme génétique dans ces cas-là? Trouver une solution simple? Voilà, trouver non pas la solution optimale, parce que tu vois qu'ici, trouver une solution optimale, ben, c'est dans un temps inacceptable, mais trouver une solution acceptable dans un temps restreint. Donc là, plutôt que de dire je vais parcourir toutes les solutions, etc., et puis je vais trouver la solution optimum, eh bien, je vais me donner un temps d'exécution, et dans ce temps d'exécution, je vais trouver une solution acceptable. Elle ne sera peut-être pas forcément optimale, mais elle sera acceptable. D'accord. Et
est-ce que les algorithmes génétiques sont les seuls à pouvoir nous permettre de faire ça ou il Alors, existe d'autres? non. Alors, avant de te présenter d'autres algorithmes du même type, on va parler de la classification de l'algorithme génétique. L'algorithme génétique, c'est un algorithme dit à population. Donc, à un moment donné, il va générer un certain nombre de solutions qu'il va traiter en lot. Et ce lot de solutions s'appelle population. L'algorithme génétique, c'est aussi un algorithme d'inspiration naturelle. On a dit tout à l'heure que ça s'inspirait de la théorie de l'évolution de Darwin, d'où son nom, algorithme génétique. On y reviendra. Dans cette catégorie d'algorithmes d'inspiration naturelle, il y a un autre algorithme qui est très connu, c'est l'algorithme de colonie de fourmis. Lui, il va permettre de résoudre des problématiques qui consistent à trouver le chemin le plus court entre deux points. Et pour faire ça, il va copier l'utilisation de phéromones par les fourmis qui arrivent, bien qu'elles ne soient pas faites pour ça, à déterminer le chemin le plus court entre la fourmilière et un point de nourriture. Il y a aussi un autre algorithme qui est connu, c'est l'algorithme par essaim particulier, qui lui, pour optimiser les trajets, va calquer le vol en groupe des oiseaux. Alors il y a quand même une particularité entre l'algorithme génétique et les deux autres, c'est que l'algorithme génétique, lui, c'est un algorithme dit évolutionniste, puisqu'il se base sur le croisement génétique des individus d'une population. Tous ces algorithmes-là, ce sont des algorithmes qu'on appelle méta-heuristiques, ça veut dire qu'ils n'ont pas vocation à trouver la meilleure solution, mais ils ont vocation à trouver une solution acceptable dans un temps donné. Ok. Donc on ne va pas écrire pour ces algorithmes-là un algorithme qui spécifiquement décrit une suite d'instructions pour trouver un résultat. On va écrire autre chose, et en les paramétrant, ils vont nous permettre de trouver une solution acceptable. Ok. Donc c'est vraiment une solution acceptable à chaque fois, c'est pas la solution ultime. Alors, tu peux tomber sur la solution optimum. Dans ces cas-là, on verra tout à l'heure dans les différents phasages qu'à l'évolution, tu seras tombé sur un individu qui a un score de 100%. Ok. Mais ce n'est pas garanti. Mais c'est pas garanti. Ok. Du coup, maintenant qu'on voit un peu mieux le problème, est-ce qu'on peut voir un peu plus proche l'algorithme génétique? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qui se passe dedans? Oui. Alors là, on parle de phase. Hop. Alors, ouais, avant, il aurait peut-être fallu poser un peu le vocabulaire. Hein. Donc en termes de vocabulaire, on a déjà parlé de population, de génération. Donc la population, c'est l'ensemble des individus à un instant T qui sont traités par l'algorithme. Ensuite, on parle d'individu. Alors l'individu, c'est le nom qu'on va donner à une solution qu'on est en train de traiter à un instant T. Cet individu, il est caractérisé par ce qu'on appelle un chromosome. Et le chromosome, c'est une structure qui comprend plusieurs gènes. Alors, exemple, alors pour les puristes, le gène, c'est une information élémentaire, binaire, qui ne peut prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Lorsqu'on commence à agréger plusieurs gènes, eh bien on obtient un chromosome. Alors un chromosome, c'est un certain nombre de gènes différents en fonction du problème à traiter. Et ce chromosome caractérise un individu. Sa valeur caractérise un individu. Et à un instant T, dans une génération de l'algorithme, tu ne peux pas avoir deux individus qui ont la même combinaison de chromosomes. D'accord. Cette séquence de 1, 1, 0, 1, tu ne l'as qu'une fois à un instant T dans une génération au cours du traitement de l'algorithme génétique. Si je veux rapprocher de ce qu'on a dit tout à l'heure avec le problème du sac à dos, je n'ai pas pris le troisième objet et j'ai pris le quatrième. Je n'ai pas entendu ta question parce qu'il y a eu une coupure de réseau. Oui, si je reprends ton exemple avec le sac à dos de tout à l'heure, j'ai mis le premier objet, le deuxième objet, j'ai Voilà, pas pris c'est le ça. troisième. Donc, par exemple, si tu as 50 objets, tu as un chromosome à 50 emplacements. Et Mhm. effectivement, chaque objet est considéré
sur un emplacement. Si tu as 0, l'objet ne fait pas partie de la combinaison. Si tu as 1, l'objet fait partie de la combinaison. Ok, d'accord. Ok. Donc ça pose un petit peu le vocabulaire et les termes. Et du coup, comment il va évoluer cet algorithme? Qu'est-ce qui va se passer du coup? Alors, il se passe en plusieurs phases. Donc, la première phase consiste à créer un certain nombre d'individus. Créer les individus qui constituent la première génération. Ces individus sont créés totalement aléatoirement. Donc, on sait, parce qu'on a modélisé le chromosome, qu'à l'emplacement 1, il y a tel type d'information, à l'emplacement 2, il y a tel type d'information. Donc là, on a outrepassé la structure binaire du chromosome. On n'est pas obligé d'utiliser une structure binaire. La structure binaire, c'est dans l'aspect puriste de l'algorithme. Donc on crée un certain nombre d'individus de manière totalement aléatoire. Donc on a obtenu la première génération. Ça, c'est la première phase de l'algorithme. La première chose à faire, des fois que dans cette génération aléatoire, on obtienne la solution optimum, eh bien, on va les évaluer. Si parmi ces individus de la première génération, on a un individu qui répond à 100% au problème, bah bien sûr, on ne va pas aller plus loin. Voilà, et on soumet la solution et l'algorithme s'arrête. Bon, il y a quand même forte chance que ce ne soit pas le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, chaque individu qui a été évalué, du fait de la note qu'il a obtenue, on appelle ça le score, eh bien, il va pouvoir être retenu pour la phase de sélection. Donc, chaque individu a une note, et la phase de sélection va dire tous les individus qui ont une note inférieure à ne peuvent pas prétendre à être utilisés dans la phase suivante. Par contre, tous ceux qui sont supérieurs à cette note sont retenus pour la phase suivante. Tous ceux qui sont retenus peuvent être croisés. Alors, il va falloir définir les règles de croisement, on y reviendra. Ce croisement va faire que les individus vont permettre à chaque génération d'avancer vers la solution. En fait, le but de l'algorithme, c'est qu'à chaque génération, à chaque itération, l'ensemble de la population avance vers une solution de plus en plus optimale. Si ce n'est pas le cas, si on constate à un moment donné que les populations n'avancent plus, on peut insérer dans cette phase de croisement une phase de mutation. On revient à l'aspect aléatoire de génération des individus. On va déterminer qu'à certains emplacements pour un individu donné, il serait bon de remettre une valeur aléatoire pour permettre aux générations suivantes de continuer à évoluer vers une solution de plus en plus acceptable. Enfin, avant de décider que l'on va boucler, on va recommencer vers une évaluation puis vers une nouvelle génération, on peut décider d'éliminer les individus qui ne permettront pas d'évoluer favorablement vers une meilleure solution. Et on va boucler ainsi, évaluer, sélectionner, croiser, éliminer et boucler tant que le temps d'exécution que l'on a accordé à l'algorithme n'est pas dépassé et tant que les populations continuent à évoluer. À un moment donné, si on constate que les populations n'évoluent plus ou que le temps donné à l'algorithme est atteint, eh bien, on va identifier, on va dire, c'est le bon mot, on va identifier la meilleure solution générée et la soumettre comme solution acceptable. D'accord. Et du coup, là, on vient de répondre à la question de Baptiste tout à l'heure qui disait qu'est-ce qu'une solution acceptable? Ah, là, c'est la difficulté parce qu'effectivement, monter la structure de l'algorithme, c'est assez simple, tu vois, c'est assez basique. On est capable de créer un certain nombre de classes qui vont rendre chacune ses fonctionnalités. Mais on a quand même, à chaque étape, des questions fondamentales auxquelles il faut répondre. Et c'est là la difficulté, en fait. D'accord. Ces questions, c'est comment et combien. Alors, première phase, on va répondre à Baptiste dans la foulée. Il y a une troisième question derrière. Donc, la première phase, créer la population initiale. Oui, mais comment je crée un individu aléatoirement? Il va falloir l'écrire, cet algorithme. Combien d'individus je vais créer dans cette première génération? Si tu crées trop d'individus, tu augmentes l'empreinte mémoire et tu augmentes le temps d'exécution. Si tu ne crées pas suffisamment d'individus, eh bien, tu n'as pas suffisamment de brassage
au niveau de chaque gène par rapport aux solutions, aux valeurs que tu pourrais mettre à chaque emplacement. Et à ce moment-là, il y a des chances que tes populations vont évoluer vers une solution acceptable de manière lente et que ton temps d'exécution va augmenter. Et si ton temps d'exécution est borné, à la fin, tu auras certes une solution acceptable, mais tu n'auras pas évolué suffisamment vite pour avoir un certain degré de valeur. Tu vois ? Deuxième étape, comment est-ce que j'évalue un individu? Comment est-ce que je lui donne une note? On appelle ça le scoring. Comment est-ce que je les score? Si je suis incapable de les scorer, je ne peux pas aller plus loin. Étape de sélection, comment je les sélectionne? Tout à l'heure, on parlait d'une borne. Chaque individu a une note. Tous ceux qui sont au-dessus d'une certaine note, je les garde. Tous les autres, je ne les garde pas. Voilà. Donc, il faut déterminer ça aussi. Comment je les croise? Alors ça, c'est déjà plus compliqué. J'ai deux individus, je vais les croiser. Je vais retenir un emplacement donné du chromosome, la valeur de l'un ou la valeur de l'autre. Comment est-ce que je détermine ça? Comment est-ce que je les mute? Combien est-ce que j'en mute? Qui est-ce que j'élimine? Combien j'en élimine pour qu'il m'en reste suffisamment pour la génération suivante? Donc tu vois que ces deux questions-là, elles sont cruciales à chaque étape. Et pour répondre à Baptiste, effectivement, qu'est-ce qu'une solution acceptable? Ça aussi, c'est une problématique dans l'algorithme. C'est pas évident, c'est un des points difficiles de l'algorithmique génétique, c'est de définir quand est-ce que j'arrête parce que j'ai trouvé une solution acceptable. Elle est totalement dépendante du problème posé. Oui, ok, c'est complètement dépendant du problème et de ton occupation, des performances de ta machine pour calculer ton résultat et de ton temps disponible pour le faire. Tout à fait, La mémoire ça. consommée et le temps dont tu disposes pour faire itérer. Plus tu as de temps, plus tu as de mémoire, plus tu as de possibilités, plus tu pourras aller facilement vers une solution parfaite. Oui, c'est ça. Okay. À condition que les algorithmes que tu as posés dans chaque fonction, à chaque niveau qui sont présentés ici, soient bien écrits, bien conçus. D'accord. Il est facile d'écrire en fait des algorithmes qui vont faire qu'une génération X plus 1 va régresser par rapport à la génération précédente. D'accord. Donc il y a vraiment plein de savoirs à connaître par rapport à la problématique de l'algo, comment le faire évoluer, comment sélectionner, etc. Les noms qu'il faut mettre. Et enfin, tout ça permet d'avoir un algo. Et oui, c'est un vrai savoir-faire de programmer ce genre de choses. Alors, le savoir-faire, il n'appartient pas qu'au seul concepteur du domaine du génie logiciel ou au seul développeur. Il faut bien embarquer avec nous un expert métier qui va nous expliquer quelle est la problématique à traiter et comment est-ce qu'on pourrait au mieux représenter la donnée qui représente un individu, une solution. Donc, dans bien des problèmes, il faut avec soi un expert métier. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres points d'attention dans l'application parce qu'on a vu un petit peu les points d'attention à chaque niveau. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention? Oui, on a parlé du scoring. Hein. Le scoring, ça nous a permis de répondre à la question qui a été posée. Hein. Oui, de faire attention à ce que les algorithmes ne soient pas trop complexes et qu'en fait, l'algorithme qu'on a posé à chaque étape pour traiter la donnée ne soit pas, lui, également long, puisque le temps d'exécution de ta recherche n'est que la somme des temps d'exécution de chaque étape, en fait. Donc, il faut optimiser chaque étape. D'accord. Alors, dans quel cas, finalement, il te paraît non pertinent, voire impossible d'opter pour un algo génétique? Alors, on parle là de limites. Donc, je t'ai fait une diapositive de synthèse hein, où on trouve ici les limites. À partir du moment où tu as choisi d'étudier l'éligibilité d'un algorithme génétique, on va tout de suite parler de scoring, d'évaluation. Si on est incapable d'évaluer les individus qui ont été générés, c'est pas la peine d'aller plus loin. De manière plus générale, si ton client te demande la solution optimale, un algorithme génétique, c'est pas fait pour ça. Tu peux trouver la solution optimale, mais ce sera dû au hasard. Voilà. Il est fait d'abord pour trouver une solution acceptable dans un temps contraint. Donc, si on exige de toi la solution optimale, ce n'est pas le bon algorithme à utiliser.
Maintenant, si la structure de données est trop complexe à traiter et que le temps de traitement à chaque étape de cette structure que l'on a conçue pour représenter un individu fait que le temps d'exécution n'est pas meilleur que pour un algorithme classique, eh bien, il ne faut pas sélectionner non plus un algorithme génétique. Tout à l'heure, on a vu que pour traiter 5 objets dans le problème du sac à dos, eh bien, on avait un temps d'exécution acceptable. Pour 5 objets, c'est peut-être pas la peine de choisir un algorithme génétique. Par contre, si on nous dit on démarre cette problématique avec 5 objets et demain on en traitera 50, oui, il faut tout de suite aller vers un algorithme génétique. D'accord. Et là, l'importance des ABAC que l'on a présenté tout à l'heure. Et là, ça fait résonner un point sur les jeux de test des algos fournis par le client. C'est-à-dire que quand il nous dit j'aurai 10 000 utilisateurs, mais je vous donne un jeu d'utilisateurs de 10, faut se poser des questions parce que le jeu d'utilisateur n'est pas le reflet du jeu de données en production. Alors là, tu mets le point sur une autre problématique des algorithmes génétiques, c'est comment est-ce que je qualifie mon code? Parce qu'il y a une part de hasard. Tu as vu que les individus sont générés de manière aléatoire. Donc tu lances une première fois ton algorithme pour le tester. Eh bien, tu vas avoir une population d'individus aléatoire qui va peut-être prendre en considération un certain nombre de valeurs à chaque emplacement du chromosome. Mais lorsque tu vas le relancer, bah, tu n'as pas les mêmes individus. Donc ce qu'il faut faire lorsque l'on qualifie chaque phase, c'est que tu génères aléatoirement une première population, tu sauvegardes cette population, et si tu veux rejouer à partir de cette même population, il faudra la recharger et puis engager les phases suivantes pour voir si ton algorithme de sélection, de croisement ou autres, eux, ont évolué et tu les as améliorés ou pas. D'accord. C'est quelque chose d'assez complexe. Ok. Et du coup, si tu devais synthétiser tout ça, comment est-ce que tu ferais un résumé un petit peu de tout ce qu'on a fait là? Alors, on considère un algorithme génétique à partir du moment où on est confronté à un problème nécessitant une solution et pour laquelle il n'y a pas d'algorithme classique qui puisse rendre cette solution dans un temps acceptable. C'est la première raison pour laquelle on va considérer un algorithme génétique. On a vu les concepts, hein, donc pour bien mettre en œuvre un algorithme génétique, il faut maîtriser les concepts de population, d'individus, de chromosomes. Et la plus grande difficulté sur ces concepts, c'est de modéliser la donnée que l'on va traiter. Modéliser chaque emplacement du chromosome, chaque gène, et bien maîtriser l'information que l'on y met et l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Ensuite, les phases. Bien travailler l'algorithme à chaque phase, phase de génération, phase d'évaluation, phase de sélection et de croisement. Chaque phase peut faire que, au lieu d'aller vers une amélioration des solutions de génération en génération, eh bien, on régresse. Donc cette régression, il faut la détecter, et c'est aussi une condition d'arrêt de l'algorithme. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin si on voit que génération après génération, les solutions proposées régressent. D'accord. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu changes un de tes algos de sélection ou de croisement, ou tu régénères une autre population de démarrage pour... Ah oui, alors tu as mis le doigt sur les deux solutions possibles. Soit on relance une génération, et puis cette génération peut faire que ça évolue de génération en génération les solutions, et puis c'était le fait que de la première génération qui fait qu'on n'avait pas un brassage suffisant dans les chromosomes pour avancer. Si tu le fais une fois, deux fois, n fois, et puis qu'à chaque fois bah, tu régresses, à ce moment-là, il va falloir reconsidérer les algorithmes. D'accord. Mais je rappelle qu'au départ, on est sur un problème pour lequel on n'a pas d'algorithme classique qui nous amène vers une solution dans un temps acceptable. Oui, donc on peut accepter d'avoir un temps redondant court pour accéder à une solution. Voilà. Parce que les autres algos sont trop longs.
Ok. Et est-ce que tu peux nous montrer un petit exemple avec des applications courantes? Alors, on va revenir au problème du sac à dos qui est relativement facile à comprendre. Donc au départ, c'est l'histoire d'un voleur hein, qui est sur un cambriolage et qui doit vite remplir son sac à dos et puis partir avec un ensemble d'objets qui restent sous un certain poids, un poids acceptable par le sac à dos, et malgré tout optimiser la valeur de ce qu'il vole. Donc tous les objets n'ont pas le même poids et tous les objets n'ont pas la même valeur. Donc ce qui caractérise un objet, c'est son poids et sa valeur. Donc, on va définir une structure de données qui représente les objets embarqués ou non embarqués par le sac à dos. Donc tu as ici dans la partie haute la suite de 0 et de 1. Donc par exemple, 0 au premier emplacement, bah, l'objet que désigne cet emplacement n'est pas embarqué. 1, les livres sont embarqués. 1 à suivre, la bouteille est embarquée, etc. etc. Cette combinaison d'objets embarqués et non embarqués va, par simple somme, donner un poids. Alors déjà, est-ce que cette combinaison fait que tous ces objets ensemble rentrent dans le sac à dos? Si oui, on va considérer la valeur. Sinon, eh bien, on ne va pas retenir cette combinaison. Et puis, on va chercher la combinaison d'objets qui rend un poids acceptable pour le sac à dos et la plus haute valeur possible. Donc, tu vois, le scoring ici, il va prendre un premier individu, puis il va en tirer 1 euro. Il va te prendre une deuxième combinaison, il va en tirer 2 euros, et puis il va chercher la combinaison pour 3 objets qui donnent 3 euros, si tant est qu'ils aient tous une valeur de 1 euro. Donc voilà un premier exemple classique. D'accord. Un deuxième exemple, eh bien, c'est calibrer un réseau de neurones. Par exemple, ce réseau de neurones, on va dire qu'il est censé lancer une alerte incendie. Donc ces capteurs sont un capteur de température. A priori, plus la température augmente, plus il y a de chances qu'il y ait un incendie. Un détecteur de fumée. S'il détecte de la fumée, c'est peut-être qu'il y a le feu. Une caméra qui détecte des couleurs chaudes, jaune, rouge, etc. Peut-être qu'il y a le feu, etc., etc. Mais peut-être que lorsque la température augmente, il n'y a pas le feu, on a juste mis le chauffage. Peut-être que lorsque quelqu'un passe avec un t-shirt jaune, eh ben, c'est pas pour autant qu'il y a le feu. Pourtant, il y a bien une couleur chaude détectée. Et puis peut-être le troisième, c'était le détecteur de fumée. Tu as fait de la cuisine, il y a de la fumée, et puis pour autant, il n'y a pas le feu. Donc on va mettre ces 3 capteurs en entrée. Et puis dès qu'un capteur se déclenche, il pousse une information à une fonction de combinaison. Et puis cette fonction de combinaison, lorsqu'elle atteint un certain seuil, eh bien, va déclencher une action. L'action, c'est l'alerte incendie. Et puis au fur et à mesure des essais, on va avoir des vraies alertes, des fausses alertes. Ça va nous faire tout un panel de données à traiter. Et puis on va vite se rendre compte que si on pondère l'activation de chaque capteur, eh bien, on va diminuer le taux d'alerte levé pour rien. Et c'est là que l'algorithme génétique va être intéressant, parce qu'il va nous permettre de déterminer des combinaisons de poids synaptiques, donc des combinaisons comment on va dire, de poids, oui, pour chaque activation de chaque capteur. Et cette combinaison-là, par apprentissage, on va les valider pour qu'elles soient, à un instant T des constats faits, les poids mis sur chaque entrant. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je me suis peut-être un peu perdu dans mes explications. Hein. Donc, en gros, tu prends un algorithme génétique qui va te faire une génération de solutions. Chaque individu de cette génération va servir à exécuter, sur la base de tout ce qu'on en a enregistré comme alerte levée, le réseau de neurones. Et pour chaque résultat obtenu, on va obtenir une calibration meilleure ou pas que les autres. Et on va retenir la meilleure calibration issue de l'algorithme génétique qui sort de sa dernière population. D'accord. Tout en rappelant que c'est une solution optimale dans un temps. Et du coup, Ah oui, alors l'algorithme génétique, pour déterminer la combinaison des facteurs, là, tu vas lui donner un temps d'exécution.
Et du Donc, coup, on aura une solution qui sera à 98% ou 99% des incendies détectés, mais pas forcément 100 si on n'a pas la chance non, d'avoir. mais si elle est à 98%, ben voilà, et tu n'auras plus que 2% en gros d'alerte pour rien, quoi. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Alors, ce type d'utilisation a l'avantage que à chaque alerte, on enregistre toutes les données qui ont levé l'alerte, on les garde en banque de données. Bien sûr, le système il va continuer à évoluer. Alors peut-être que c'est pas ton algorithme qui évolue, mais c'est peut-être les conditions de l'environnement que tu surveilles. Par exemple, tu as rajouté une cuisinière ou tu as monté le chauffage de 2 degrés ou autre. Et si tu constates que une fois calibré dans le temps, le nombre d'alertes levées augmente, eh bien, tu reprends ta banque de données que tu as conservée à chaque alerte et tu recalibres. D'accord. Au premier coup, tu as calibré peut-être avec un historique de 10 alertes, et puis au deuxième coup, tu vas le recalibrer avec un historique de 1000 alertes. Et la deuxième calibration, comme elle prend en compte 1000 alertes différentes, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle te sorte des poids synaptiques plus appropriés. D'accord. Ok. Donc, on discute un petit peu des questions qu'on a eues du coup sur le côté. Alors, il y avait Antonio qui nous demandait machine learning. Donc, du coup, oui. Bah oui, le cas qu'on vient d'expliquer, là, c'est typiquement un cas de machine learning, hein. Le réseau de neurones apprend, hein. On est presque dans l'intelligence artificielle. Ok. Il y a Baptiste qui demandait qu'est-ce qui détermine qu'une solution est acceptable. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Alors, ça va dépendre déjà du cas à traiter. Mhm. Par exemple, dans le problème du sac à dos, on va revenir en arrière. On peut très bien dire si je suis en dessous de 10 euros, bah, c'est pas acceptable de faire un cambriolage pour 10 euros, ça n'apporte rien. Voilà. Et puis à partir du moment où je suis arrivé à un minimum de 11 euros, comme j'ai pas le temps, il faut que je parte vite, bah, je m'en vais. Voilà ce que pourrait être une solution acceptable dans ce cas-là. Ça D'accord. dépend totalement du problème à traiter. Ok. Antonio nous demande est-ce qu'on peut considérer que le temps passe, que plus le temps passe, plus l'algorithme s'améliore et plus il y a de chances que l'algorithme soit le meilleur. Non, c'est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller l'amélioration des individus à chaque génération. Donc en gros, on va donner un score à chaque individu d'une génération donnée. On va faire la somme de tous ces scores. On génère la génération suivante. On obtient la même donnée. On compare les deux. Si la génération que l'on vient d'obtenir n'a pas avancé, eh ben on va garder cette information. Et si à la génération suivante, ça n'a pas encore avancé, il va falloir trouver un moyen, soit pour régresser et repartir d'une génération antérieure, soit d'arrêter l'algorithme. Baptiste nous dit la mutation reste quand même dans une logique de recherche d'une solution acceptable ou c'est complètement aléatoire? On souhaiterait qu'elle ne soit pas complètement aléatoire. C'est aussi une des difficultés, hein. Donc, il faut analyser. Alors, par exemple, ici, c'est simple, hein, chaque emplacement du chromosome représente le même type d'information. Mais par exemple, dans le cas d'une mission logistique, on dispose d'un certain nombre de volumes de carburant, on dispose d'un certain nombre de chauffeurs, on dispose d'un certain nombre de camions. Ben, par exemple, le premier gène du chromosome va représenter le carburant. Le deuxième gène va représenter le parc de véhicules. Le troisième gène va représenter les chauffeurs. Voilà. Donc on n'est plus sur des informations binaires, bien sûr, hein. Mais donc à ce moment-là, à chaque emplacement du chromosome, tu as une information différente. Au moment où je vais déclencher la mutation, est-ce que je fais une mutation sur le carburant? Est-ce que je fais une mutation sur les chauffeurs? Est-ce que je fais une mutation sur le parc automobile? Il va falloir le décider. Est-ce que je m'autorise à muter les trois informations en même temps? Ou est-ce que si j'en mute une, je ne mute pas les autres? Etc. etc. C'est pas forcément évident de savoir comment il faut muter. Il vaut mieux éviter de muter complètement aléatoirement. Ok. Antonio nous dit qui décide d'arrêter de boucler et de se fixer sur une solution acceptable? Alors la première chose, c'est le temps. De combien de temps dispose-t-on pour l'exécution? Je lance mon algorithme et je veux par exemple qu'il s'arrête au maximum dans 1 heure, dans 2 heures. Bon, pas dans 130 jours, hein, ça ne servirait à rien. Voilà.
Donc à partir du moment où le temps n'est pas atteint et que les populations continuent à s'améliorer, on continue à exécuter. Le temps n'est pas atteint, mais les populations n'évoluent plus, ben peut-être qu'il faut s'arrêter. Et en tout état de cause, le temps est atteint, je m'arrête. Et dans la dernière génération, si elle est plus évoluée que la précédente, il y a le meilleur individu qui, dans ce temps d'exécution, est la meilleure solution que l'algorithme a trouvée. D'accord. Ok. Alors, Antonio, encore, quand décider de reprendre cette boucle suite à l'évolution de mes datas, volume, quantité ou matériel plus puissant, afin de déterminer si la solution acceptable hier est ou n'est plus acceptable aujourd'hui? Ah bah, forcément, le contexte pour lequel on exécute l'algorithme peut changer. Dans le cas d'une mission logistique, bah, si dans mes données, j'ai pas les chauffeurs qui sont disponibles, hein. Hier, j'avais 3 chauffeurs disponibles, aujourd'hui j'en ai que 2, et ben, forcément, je peux pas embarquer 3 camions, je n'ai que 2 chauffeurs. Donc à chaque fois que les données de base sont modifiées, à chaque fois, il faut relancer l'algorithme. Même chose que pour un calendrier dans une école ou autre. Un professeur est indisponible, ben, il faut refaire l'emploi du temps du jour, il faut relancer l'algorithme. Ok. Alors, Romuald nous dit la solution acceptable peut-elle correspondre à un score? Donc oui, Oui, bien sûr, c'est totalement ça, totalement ça. c'était par exemple le scoring avec la valeur du sac à dos tout à l'heure. Voilà. Alors, il peut se faire aussi que ton algorithme s'exécute, que tu obtiennes des individus dans la 10e génération, que tu as mis une valeur pour le sac à dos à 1000 € et que dans cette dernière population, il n'y a aucune combinaison qui te donne 1000 €. Donc à ce moment-là, bah, il n'y a pas de combinaison acceptable. Ok. Et Baptiste nous demande, et la mutation aussi qui doit bien être réfléchie, je suppose, pour éviter une nouvelle génération, éviter que la nouvelle génération dégénère. Oui, bien sûr, la mutation peut engendrer une régression. Donc bah, c'est la partie aléatoire, hein. La mutation, elle est aussi aléatoire que la génération initiale. Donc à partir du moment où, pour un emplacement donné dans le chromosome, tu choisis de tirer aléatoirement une valeur possible et de la mettre à cet emplacement-là, potentiellement, tu as fait régresser ton individu. Ok. Ok. Donc Antonio, il a eu sa réponse entre les deux. Ok. Du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que dans 15 jours, on va faire un live coding. Oui, Avec un algo génétique, tu peux nous teaser le truc pour nous donner envie de revenir? ouais, bah voilà. Donc moi, je vous propose de créer un algorithme génétique qui recherche un mot mystère. Donc un mot, c'est un ensemble de lettres de l'alphabet. Donc a priori, il y a 26 lettres dans l'alphabet. D'accord? Et puis les mots sont plus ou moins longs. Donc là, si je choisis un mot de 5 lettres, le mot secret par exemple, ben, au premier emplacement de ce mot, j'ai a priori 26 combinaisons possibles. Deuxième emplacement, même chose, etc. jusqu'au 5e emplacement. Alors si j'ai un mot de une lettre, c'est facile de dire je crée toutes les combinaisons, je prends les 26 lettres de l'alphabet, je les score, et la lettre qui constitue le mot mystère, c'est la solution. Pareil avec un mot de 2 lettres, c'est pas bien plus compliqué. Tu fais 26 fois 26, 156 solutions, on peut les générer et les traiter toutes de manière exhaustive. Mais si tu as 5 lettres, on est à 26 exposant 5, ça commence à en faire, d'accord? En sachant que le mot, dans la langue française, tu as 14 mots de 2 lettres, mais tu as 6868 mots de 5 lettres. Et quand tu passes au mot de 7 lettres, tu en as 28 251, d'accord? Et que le mot le plus long comporte 25 lettres. Donc tu as 26 fois exposant 25 solutions possibles. Là déjà, on va éviter de les générer toutes, et puis de les passer en revue. Donc je pense que c'est un bon exemple pour voir, comment créer facilement sur un problème facile un algorithme génétique, et voir s'il peut nous générer une solution scorée à 100%, quelle que soit la longueur du mot en fait. On va le lancer une première fois paramétré pour un mot de 5 lettres, et puis on va le lancer une énième fois avec un mot, par exemple, paramétré à 15 lettres. Et on va voir comment il se comporte. Alors là, on a considéré des mots de la langue française. On peut faire ça avec n'importe quelle langue.
dans toutes les langues, les mots n'ont pas la même longueur en moyenne. Les mots les plus longs n'ont pas la même longueur, etc., etc. Donc tu changes de langue, tu changes de problématique. On peut aussi considérer une combinaison aléatoire, hein, le mot à rechercher, une combinaison aléatoire de lettres sur une longueur donnée, sans que ça constitue un mot dans une langue donnée, par exemple. D'accord. Et donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on va coder un algo génétique qui va déterminer le mot le plus vite possible. Voilà, donc là, tu as un scoreur, la partie évaluation, qui va choisir un mot dans un dictionnaire. C'est le mot mystère. L'algorithme va générer aléatoirement des solutions possibles. Ouais. Et puis il va les croiser, et va exécuter chaque phase de l'algorithme génétique. Chaque individu généré à chaque génération est scoré par le scoreur, qui lui connaît le mot mystère. Et puis si on tombe sur le mot recherché, l'algorithme s'arrête. Si on décide de l'arrêter dans un temps d'exécution donné, eh bien on verra à quel point le meilleur individu de la dernière génération approche de la solution. Bon, et ça sera dans 15 jours. Le 23. Le 23. Alors j'ai une petite question qui est venue en plus depuis Faustine qui nous demande, pour conceptualiser un algo génétique, il faut donc déterminer un temps d'exécution, un nombre de n individus, une pression de sélection et un taux de mutation. Elle a tout compris. Parfait. Eh bien, merci, du coup. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Voilà, merci à tous. Et puis, donc, rendez-vous le 23 pour le live coding d'un algo génétique. Le rendez-vous est pris. À bientôt. À bientôt.